toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans cette édition consacrée à la rétrospective de la semaine. Commençons par le voyage du président Félix Tshisekedi à Washington. Le chef de l'État congolais a participé à la conférence annuelle de AIPAC, un puissant lobby juif qui règle et contrôle les relations économiques entre Israël et les États-Unis d'Amérique, dont l'impact est non négligeable sur la coopération entre l'État juif et d'autres pays de la planète. C'est décidé, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a annoncé la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC en Israël dans le tout prochain jour. Explication dans cet élément de Lola Moussoko. Dans son discours prononcé à la tribune de cette conférence, Félix Tshisekedi j'invite Israël à accroître sa présence diplomatique et économique en RDC, à la hauteur des potentielles richesses du pays. Il indique que les domaines de la science, technologie sont ouverts pour les Israélites en RDC. Signalant que Américain-Israélien Public Affaires Comité fait figure d'interlocuteur pour la politique américaine au Moyen-Orient. L'AIPAC a pour vocation de veiller à maintenir l'alliance stratégique qui lie l'État hébreu aux États-Unis et animé d'un réel engagement civique pour les intérêts des États-Unis et Israël, une organisation possédant un champ d'action extrêmement large et d'une certaine influence sur les décisions gouvernementales des politiques étrangères au Proche-Orient pour préserver et améliorer les relations américano- et israéliennes. Rappelons que le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a ce lundi 2 mars 2020, lors de sa rencontre à Washington avec la communauté juive des États-Unis, annoncé la nomination dans les prochains jours d'un ambassadeur plénipotentiaire de la RDC en Israël. Faisant d'une pierre deux coups, le président de la République, Félix Tshisekedi, a profité de son séjour aux États-Unis d'Amérique pour échanger avec Mike Pompeo, secrétaire d'État américain. On en parle avec Lola Moussoko. Cette visite de Félix Antoine Tshisekedi intervient après le bref séjour de Peter Pan, représentant des États-Unis pour la région de Grand Lac en RDC. Durant son séjour, ces derniers s'étaient entretenus avec plusieurs personnalités congolaises. Les efforts menés par Félix Antoine Tshisekedi ont nettement contribué à l'amélioration des relations entre la RDC et les États-Unis. L'administration Trump a réaffirmé sa détermination à accompagner le gouvernement congolais pour la réussite de son programme. En ce qui concerne la lutte contre les groupes armés, les États-Unis se disent très limités, d'autant qu'il a la présence de plusieurs commandants sous sanction. Mais auparavant, devant les Juifs, le chef de l'État a regretté la léthargie vieille de 20 ans dans les relations israélo-congolaises. Votant les potentialités scientifiques de son pays, Félix Antoine Tshisekedi a en outre lancé un appel à l'État hébreu pour des domaines de recherche. Ainsi a-t-il promis de nommer dans les jours à venir une représentation diplomatique congolaise en Israël. Il a également annoncé l'arrivée à Kinshasa du grand rabbin Albert Guigui pour le renforcement des liens spirituels entre les deux nations. Ici est de noter que Félix Antoine Tshisekedi a promis de se rendre en Israël au courant de cette année dans l'objectif de renforcer les relations bilatérales.
Présentation le 2 mars dernier du message du comité permanent des évêques de la SENCO. Un an après l'alternance au sommet de l'État, les crises multiformes surgissent et font planer des inquiétudes sur le changement social vivement attendu, a déclaré le prince de l'Église catholique qui pense que tout se résume sur l'accord FCC-Cash, un accord qualifié d'occulte. Détail dans ce reportage de La Fontaine Cabana. Il est inacceptable que le pays soit pris en otage par un accord qui, du reste, est occulte. Dans son mot des circonstances, l'abbé Donatien Cholet retient qu'un an d'alternance au sommet de l'État, des crises multiformes surgissent et font planer des inquiétudes sur les changements sociaux vivement entendus, explique le porte-parole de la SENCO. Un an après l'alternance au sommet de l'État, des crises multiformes surgissent et font planer des inquiétudes sur les changements sociaux vivement attendus. En effet, une tension préoccupante qui couvre au sein de la coalition au pouvoir se répercute sur la gouvernance et entame le fonctionnement de l'appareil de l'État. Les alliés semblent plus préoccupés par leur positionnement politique que par le service à rendre au peuple qui continue à couper dans la misère. Beaucoup de problèmes auxquels le pays est confronté restent sans solution adéquate à cause de la crise qui mine la coalition. Il a en même temps démontré la persistance de l'insécurité générale dans l'est du pays causée par des groupes armés locaux et étrangers dans les 3 provinces de l'est du pays. Nous restons inquiets par la persistance de l'insécurité généralisée dans l'est du pays, sémée par des groupes armés locaux et étrangers, particulièrement dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Le communicateur de la SENCO, abbé Cholet, a exhorté les gouvernements à faire de son mieux pour réaliser les provisions budgétaires votées en vue d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Le gouvernement a fait de son mieux pour réaliser les prévisions budgétaires votées en vue de l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Savoir que la réunion du jour rentre dans le cadre des préparatifs du prochain congrès des évêques prévu en juin prochain à Lubumbashi. Décès mystérieux du général Delphin Kaimbi Delangue se sont déliés encore cette semaine à ces sujets. Suivez à présent le coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition, Alain Bolodjoa, est au micro de Patrick Ngouo et Lorève Bakarbay. Comment peut-on interpeller un chef d'état-major général adjoint en charge des renseignements? Et devant lui, il y avait des civils, des gens qui n'avaient peut-être pas la même discipline, le même état d'esprit que lui. Et naturellement, ils ne pouvaient pas divulguer certaines informations que lui considérait comme étant sensibles. Si on peut faire de colmatage, on peut prendre certains éléments chronologiques, déjà en partant de déclarations de M. Félix Tshisekedi reconnaissant la nationalité au Banyamulenge qui serait une communauté. Si on prend la position des États-Unis et des autres pays par rapport à la vision indécrottable de la balkanisation, si on peut considérer la rencontre qui a eu lieu du 13 au 15 où entre guillemets le Tutsi congolais exigerait une portion des terres, et si on peut intégrer la mort du général, apparemment il y a une corrélation avec ce que les autres veulent nous faire. Parce qu'il ne faut pas oublier que la communauté internationale n'est justement qu'une juxtaposition d'intérêts. Il y a des États qui n'ont jamais soutenu que le Congo soit des 2 345 449 km², qui ont eu à développer des velléités pour qu'il y ait la balkanisation. Et lorsqu'on voit un général mourir de la sorte, on peut se dire que ça fait partie du plan. Et voilà pourquoi nous demandons aux institutions de la République de faire en sorte que nous sachions effectivement de quoi est-il mort, mais aussi de demander à l'armée et aux autres services d'être solidaires. Peut-être que ça fait partie d'un plan et nous risquons de démembrer encore plus de morts.
Et nous mettons en garde tous ceux qui vont travailler dans ce sens, parce que nous n'accepterons pas de voir nos généraux ou ceux qui sont à notre service de mourir de la sorte. Bon, je ne pense pas qu'il y ait politisation, mais ce qui est vrai, c'est que c'est une obligation pour nous, Congolais, à protéger ceux qui nous protègent. Et puis la série de morts dites mystérieuses appelle à des questionnements sans fin. Après le général Delphin Kayimbi, le vendredi 28 février, c'est les tours du chef du contre-espionnage de l'ANER, Léon Lukaku, de tirer sa révérence dans des conditions toujours non élucidées, bien que trouvé mort dans son domicile. Mais pourquoi ces tragédies surviennent-elles pendant que le Conseil de sécurité nationale a débuté les auditions des concernés sur des accusations portées à leur charge? Quelles leçons tirées de cette affaire? On en parle avec Patrick Ngo. Dans un espace de 3 jours, l'on a enregistré des morts de grandes personnalités dans le domaine sécuritaire, des décès jugés à tort ou à raison de mystérieux. Il s'agit d'un côté du général Delphin Kayimbi, chef d'état-major des FARDC en charge de renseignement militaire, dont les circonstances de la mort font l'objet de plusieurs interprétations. Si pour sa femme, Brenda Kayimbi, le bras droit de Joseph Kabila serait mort suite à une crise cardiaque, plusieurs sources voient plutôt une main noire derrière cette tragédie, mieux une tuerie orchestrée par des personnes non autrement identifiées ou un suicide. De l'autre côté, le chef du contre-espionnage de l'ANR, Léon Lukaku, trouvé également mort dans son domicile dans des circonstances jusque-là floues, bien que certaines sources parle d'un suicide ou d'une maladie qui date. De ceux qui précèdent, là où les bas blessent, c'est au niveau des points convergents de ce scénario. La mort de ces deux personnalités intervient après leur suspension des fonctions qu'elles occupaient, mais surtout dans un contexte où ils devraient fournir des explications au Conseil supérieur de sécurité sur des accusations qui leur sont attribuées pour le cas de Delphin Kayimbi, notamment le fait d'avoir placé une écoute sur Vital Kamerhe et 8 collaborateurs du président Félix Tshisekedi. La question qui se pose ici est celle de savoir pourquoi ces proches du président honoraire s'en vont alors qu'à peine suspendus et que le Conseil de sécurité a entamé leur audition pour ces accusations. On ne peut plus grave, difficile de répondre. Sauf qu'en croire certaines indiscrétions, Delphin Kayimbi et Léon Lukaku auraient opté pour la mort que la livraison de certains secrets sur les griefs qui leur sont reprochés. D'autres, par ailleurs, avancent que ces décès seraient liés au poids du choc survenu suite à leur suspension à des fonctions, pas de moindre, qu'ils assumaient. Pour tout dire, l'équipe chargée des enquêtes sur ce dossier et la police scientifique sont appelés à mener des enquêtes objectives, question de juguler cette cacophonie qui a élu domicile sur la toile après ces deux drames. L'impact du coronavirus sur la situation économique mondiale, la situation macroéconomique du pays, la dynamique du programme avec le FMI ainsi que l'amélioration de réserves d'échange sont des sujets traités au cours de la réunion du comité de conjoncture économique présidé par le Premier ministre à la primature. Je vous propose de suivre le compte-rendu de cette réunion fait par le vice-premier ministre, ministre du Budget, Jean-Baudouin Maillot. Il est au micro de Patrick Ngo. Madame la VPM du plan, comme d'habitude, a présenté la note de conjoncture qui signale au plan international le fait que le coronavirus est en train de perturber quand même sérieusement la situation économique mondiale. Et ça ne manquera pas de répercussions ici en Afrique, et particulièrement aussi dans notre pays. Et sur le plan interne, la situation macroéconomique
est globalement stable en dépit de quelques fluctuations au niveau du taux d'échange, au niveau de l'inflation, mais c'est des petits taux que nous allons résorber très prochainement par les efforts que le gouvernement est en train de faire. Et que par ailleurs, nous-mêmes au niveau de la Commission économique et financière, avec l'autorisation du Premier ministre, nous allons recevoir les services d'assiette et apprécier l'évaluation, faire l'évaluation des mesures contenues dans le budget pour l'exécution de celui-ci durant l'exercice 2020. Et nous avons aussi apprécié, nous avons évalué aussi l'exécution du programme avec le FMI. Et je crois que ce n'est pas toujours facile, ni toujours mauvais non plus, mais il y a toujours des efforts à faire, et nous allons le faire. Nous nous réjouissons des échanges et finalement des négociations que nous avons eues au niveau du gouvernement avec la participation de la Banque centrale, avec nos partenaires du secteur minier pour l'application du code minier qui prévoit qu'une quantité de recettes rapatriées puisse être rachetée, les devises donc puissent être rachetées par le gouvernement à travers la Banque centrale, ce qui améliore finalement nos réserves de change. Et ça, c'est fait et obtenu. Il faudra que l'opinion en soit au courant. Je vous remercie. Atelier autour de la perception de 15% de l'impôt professionnel sur les rémunérations à charge des fonctionnaires et agents publics, des membres des institutions politiques et assimilés. Ces assises se sont ouvertes le lundi 2 mars en la salle paroissiale Notre-Dame de Fatima par le directeur des études statistiques et communication, Laurent Mabiala de la DGI. Plusieurs corporations qui font objet de cette retenue ont pris part à ces assises. Compte rendu de Sarah Mangonda. Troisième jour de poursuite de l'atelier autour de la retenue de 15% de l'impôt professionnel sur les rémunérations. Présent à cette matinée d'échange, le directeur des études statistiques et communication à la DGI et professeur de fiscalité, Laurent Mabiala Oumba, a dans son mot donné de plus amples explications sur la problématique de cet impôt. L'impôt sur notre revenu subit deux sortes de prélèvements. Notre revenu, nous, tout le monde, que ce soit privé, que ce soit public, c'est l'hyper-impôt professionnel sur les rémunérations. C'est comme ça qu'on dit rémunération. Pourquoi rémunération? Eh bien, c'est parce que pour dire qu'il y a une rémunération, ça veut dire qu'il y a un contrat en amont, un contrat de travail, un lien de subordination. Je dépends d'un employeur. Le privé a son employeur qui signe avec lui un contrat. Il est tenu à des horaires, il est tenu à une discipline. Nous avons un contrat que nous ne signons pas, qu'on appelle un contrat d'adhésion. Lorsque nous disons « je veux être fonctionnaire », il y a déjà un contrat qui nous lie, ça veut dire les statuts. Les statuts de 81 qui a été modifié le 15 juillet 2016. Une autre intervention, non de moindre, était celle du directeur et chef des services de l'assiette fiscale qui, à son tour, a livré le répertoire de la République concernant les grandes et petites entreprises, lesquelles est selon lui très faible. Donc les statistiques que je veux vous donner, c'est beaucoup plus au niveau des redevables légaux. Nous avons des entreprises, des contribuables que nous gérons au niveau des grandes et moyennes entreprises. Les grandes et moyennes entreprises. Aujourd'hui, au niveau des grandes entreprises, la DGE, nous l'appelons Direction des grandes entreprises, celle qui gère les grandes entreprises, elle a un répertoire de 545 contribuables. Vous imaginez un grand pays comme le nôtre, 545 contribuables. S'en est suivi un jeu de questions-réponses pour la bonne compréhension de tous. La DGI n'est pas au fait
votre interlocuteur par rapport au questionnement principal. Le questionnement principal, c'est quoi? C'est le niveau faible de la rétribution que le Trésor alloue au titre soit des primes pour ceux qui en ont, soit des salaires pour nous tous. Toutes ces considérations, si je les réunis, avant-hier, les professeurs, au départ, lorsque nous sommes rentrés dans cette salle, avaient le même questionnement. Pourquoi la DGI nous invite? Lorsque les autorités nous disent « organisez cet atelier », elles savent pourquoi. Parce que, je crois que vous le savez, vous et moi, que lorsqu'on est dans une négociation, le plus important, c'est le lobbying que vous faites auprès de ceux qui rédigent les textes. Je crois que vous le savez. Notons que les représentants personnels du directeur général de la DGI, le directeur Laurent Mabiala Oumba, a promis à ses interlocuteurs tout au long de ces échanges que leurs préoccupations ont été notées et seront transmises à la haute hiérarchie pour appréciation. Il a en outre rappelé que la modification de la retenue de 15% de l'IPER ne relève que de l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée nationale. Et l'atelier autour de la retenue de 15% de l'impôt professionnel sur les rémunérations s'est poursuivi le jeudi 5 mars. C'était le tour des magistrats des tribunaux de grande instance de Kinshasa, Matete, Njili et Gombe de prendre part aux travaux dans la salle paroissiale Notre-Dame de Fatima. Reportage signé Sarah Mangonda et Glody Maïmba. Le magistrat des tribunaux de grande instance de Kinshasa, Matete, Njili et Gombe ont répondu présent les jeudis derniers à l'atelier sur la retenue de 15% de l'impôt professionnel sur les rémunérations qu'organise la Direction générale des impôts. Abordant les sujets, les directeurs des études, statistiques et communications, Laurent Mabiala Oumba, a fourni des explications claires et précises sur cette forme d'impôt en partant du cadre légal et réglementaire, la particularité d'application de l'IPR, ensuite les modalités de reversement. Depuis 1969, le secteur privé a toujours appliqué cette disposition d'imposer les primes à 15%. Nous arrivons en 2014. En 2014, le gouvernement constate que cet impôt n'est pas prélevé dans le secteur public. Et donc, le gouvernement demande à la DGI, à travers une circulaire interministérielle. Ah ben, c'est ça, au fait, le problème. L'interprétation de cette circulaire-là. Comme nous sommes des juristes, vous savez, en amont, nous avons la loi fondamentale, la Constitution, nous avons des différents textes légaux, et là, c'est le texte réglementaire qui vient couronner l'application d'une disposition légale. Nous sommes entre juristes. Rien ne sert de remonter à la base légale de l'impôt. Je suis devant des professionnels du droit. Mais pour rappel, il n'empêche que nous puissions nous dire que la perception de l'impôt est prévue dans notre Constitution. La loi fondamentale. Quelle est la base légale de cette perception? Je parle de la loi fondamentale. Le titre 2 de notre Constitution, des droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs des citoyens de l'État. Et là, je vais au chapitre 4. Je vous donne des références. Le chapitre 4 qui parle de devoirs des citoyens. Et là-dedans, dans le chapitre 4, il y a 2 articles que nous pouvons prendre comme référence. L'article 62 et l'article 65. L'article 62, ça c'est un peu le classique, nul n'est censé ignorer la loi, nous le savons. Mais l'article 65 est plus explicite qui dit, attention, tout Congolais est tenu de remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de l'État. Et, il ajoute, il a en outre le devoir de s'acquitter de ses impôts et taxes. L'article 47 dit, quels sont les revenus imposables à l'IPER? Les rémunérations des personnes rétribuées par un tiers de droit public, il répète toujours, de droit public ou de droit privé, sans être liées par un contrat d'entreprise, ainsi que celles des associés actifs dans les sociétés autres que par action,
comprennent notamment les traitements, les salaires, les émoluments, les indemnités qui sont représentés, le remboursement, et ainsi de suite. Mais ce qui nous concerne, nous, je vais directement tirer 4. Les traitements, les salaires, les avantages octroyés aux membres des institutions publiques et aux agents de carrière des services publics. L'heure était au jeu des questions-réponses. Vous dites qu'on aurait dû communiquer un an avant. Puis-je dire qu'en principe, ce n'est pas la profession des magistrats qui ne connaît pas la loi fiscale. L'article 62, c'est notre fondement, nous tous. J'ai commencé par là tout à l'heure. L'article 62 de notre Constitution, nul n'est censé ignorer la loi, il est vrai. Mais aussi, un prof disait l'autre jour, oui, pour connaître la loi, il faut la vulgariser. Mais moi, ce que vous me faites comme reproche, moi, administration fiscale, j'ai noté que l'administration fiscale aurait d'abord dû expliquer comment il allait devoir prélever l'impôt sur les rémunérations, sur les salaires et sur les primes. J'ai noté et la remarque vaut son pesant d'or. À noter que, vu le feu débat entre la DGI, conseiller fiscal du gouvernement, et le corps magistral sur la retenue de l'impôt professionnel sur les rémunérations, ces derniers sont partis sur une note de satisfaction après que leurs préoccupations ont été notées et seront transmises à la haute hiérarchie. Deux grandes activités ont marqué la semaine du chef de l'exécutif provincial de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, mercredi 4 mars, devant plusieurs autorités politico-administratives et militaires. Il a rendu un dernier hommage à Paul Sapou Kalimassi, député provincial de Kinshasa et ancien bourgmestre de la commune qui porte le même nom. C'était au stade des Martyrs de la Pentecôte. Ensuite, il a signé un communiqué interdisant l'usage du sachet non biodégradable. La semaine du gouverneur, c'est avec vous, Jean-Pierre Bakajika. Ému par la disparition de l'honorable Paul Gérard Sapou Kalimassi, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a rendu un dernier hommage à l'illustre disparu. Le premier citoyen de la ville qui avait à ses côtés le président de l'Assemblée provinciale, les députés et ministres provinciaux et plusieurs autres autorités au niveau national s'est mué en la population venue participer aux obsèques de l'ancien bourgmestre de la commune de Kinshasa. Hommage mérité pour Sapou Kalimassi. Jean-Tiningo Bilambaka dépose sa gerbe de fleurs avant la levée du corps pour le cimetière Mbentieke-Fouti, Nouvelle Cité, où reposera à jamais l'élu de la commune de Kinshasa. Décidé à mener une lutte sans merci contre l'insalubrité, Jean-Tiningo Bilambaka a interdit dans un communiqué l'utilisation et la commercialisation de sachets plastiques non biodégradables.
Les contrevenants de cette mesure sont possibles d'une amende de 10 000 francs ou 50 000 francs congolais constants. Toutefois, il convient de signaler que cette décision ne concerne pas le sachet plastique destiné à l'usage médical, aux activités agricoles et au ramassage des déchets. Suivez à présent ce communiqué nécrologique lu par Sarah Mangonda. Moto akoyokela mawa kasi lokola yo moko te po etaza yo te yango Yesu akufaki na nzoto na moto azwaki esika na moto po ayeba pe asilisa pota ya motema na moto asilisa pota ya motema na moto. Alléluia. Les familles Miaka Munzemba, Diengo, Mwalei Kabob Val, Lutumba et Matana Manvemba ont la profonde douleur de vous annoncer la mort de leur sœur, épouse et belle-sœur, Madame Judith Mwalei, née Judith Munzemba Kundika, décès survenu le mercredi 26 février 2020 à l'hôpital général de référence de Kinshasa, des suites d'une courte maladie. Les programmes des funérailles se présentent de la manière suivante. Dimanche 8 mars 2020, interviendra la levée du corps de la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamayemo, exposition, recueillement en la salle Emmanuela, 6 route Matadi, arrêt Kingu à Mbinza Upen. Lundi 9 mars 2020, enterrement au cimetière de Mingadi 2 au Congo central. Ces communiqués tient lieu de faire part. Et bien c'est terminé pour cette édition du journal consacré à la rétrospective de la semaine. Bonne fête de la femme à toutes les femmes congolaises. Bonsoir.